Bonsoir. Alors ce soir, une petite vidéo sur une question qu'on m'a posée sur comment je pourrais agiliser mon département, mon service. Je vois autour de moi l'agilité, je vois des équipes passer en agile, je vois un certain nombre de choses et je me dis que ça sera intéressant que je fasse de l'agilité aussi pour l'exemplarité ou parce que je pense que ça va apporter quelque chose. Voilà la question de départ. Alors, je vais essayer de décortiquer ça en plusieurs points, puis donner des pistes, quelque part, hein, pour aller vers ça. Mais malgré tout, la première question que j'aimerais poser, c'est se dire, mais pourquoi en fait? Si c'est juste un enjeu de mode, ou parce que les autres font pareil, ça me paraît pas forcément une raison suffisante en fait. Euh, Malgré tout, on peut essayer de faire un peu de cargo cult pour essayer de se dire tiens je vais imiter les autres et peut-être que par incidence des mêmes choses vont se produire, voilà. Euh, c'est quand même intéressant de se poser la question de savoir quel est le but à atteindre déjà, c'est à dire que peut-être que j'ai un fonctionnement qui n'est pas optimal ou qui pourrait être amélioré ou je cherche à atteindre des buts spécifiques dans un certain temps. Et voilà, je sais qu'il y a une part d'aléa, je sais qu'il y a une part d'inconnu, etc. Et éventuellement, l'agile pourrait être la réponse à ça. Euh, Travailler sans but, c'est travailler sans sens aussi, hein, donc voilà, il y a quand même il y a toujours cette question du pourquoi, hein, si on reprend la référence de Simon Sinek sur commencer par le pourquoi avant de déterminer le comment et le quoi. Euh, je pense que voilà, c'est important de se poser la bonne question de pourquoi en fait. D'accord. Euh, et pour autant, on peut commencer à créer du changement, mais le problème, c'est que euh, on peut créer des petits changements. Avec la motivation, ça suffit. Pour créer un changement plus important, généralement, il y a un sujet autour de la nécessité de le faire. D'accord. Sans nécessité, c'est compliqué de faire un changement de type 2. Voire impossible. En tous les cas, voilà, chacun ses croyances là-dessus, mais en tous les cas, il faut quelque chose d'important pour pouvoir faire un changement important. Et l'envie ne suffit pas. Hein, ça rejoint l'homéostasie naturelle hein, que chacun a, mais aussi des organisations, etc. Quoi. Et en fait, pourquoi l'homéostasie, c'est la résistance au changement. Hein, c'est le fait que tout corps va essayer de reprendre sa forme initiale sous la pression de quelque chose d'externe. Euh, donc les groupes, voilà, ils ont des règles de vie et si jamais on essaye de leur apporter des changements, en fait, ils vont essayer de reprendre les règles qu'ils avaient auparavant parce qu'elles sont confortables, elles sont sécurisantes et on sait comment on travaille, quoi. Donc c'est ça qu'on appelle l'homéostasie. Et dans l'homéostasie, il y a une notion de sécurité qui est là et qui est évidente. Hein. Donc, c'est pas pour rien qu'on essaie de reprendre sa forme, c'est avant tout un besoin de sécurité, de protection. Et créer du changement, ça génère de l'angoisse. On est bien d'accord. Hein. Je change l'organisation de mon équipe, de ma direction, etc. Chacun va se poser la question de mais quelle est ma place? Euh, Quelle est la reconnaissance que je veux avoir? Euh, et puis en caricaturant un peu, hein, puisque la question est toujours un peu une question d'amour, est-ce qu'on va continuer à m'aimer comme je suis alors que le reste a changé, quoi, hein, d'accord. Donc ça c'est plutôt... voilà, c'est une notion importante de se dire mais pourquoi on le fait et de du coup donner du sens pour créer le changement, parce que tout changement va se heurter à une forme de résistance, hein, à l'homéostasie. Donc il faut prendre ça en compte et puis quelque part c'est ok la résistance au changement, elle est là, personne n'aime changer spontanément. Euh, mais du coup, il faut trouver des stratégies pour les travailler. La deuxième clé que je voudrais mettre en exergue, hein, parce qu'on a déjà parlé, c'est un petit peu sur la spirale dynamique. Finalement, quel est mon point de départ? Toujours pareil, hein, si je suis sur un point de départ qui est plutôt orange, c'est-à-dire très focusé sur l'individu, la performance, l'ambition, etc. C'est pas simple de basculer en vert dans le collectif, etc. Donc,
Voilà, il faut travailler l'intelligence émotionnelle, il faut travailler la compréhension de ce que c'est un sens commun, un bien commun, etc. Donc ça, c'est des pistes hein, pour passer de l'orange au vert, hein, on en avait parlé. Pareil, si vous avez beaucoup de verre chez vous, c'est compliqué de créer un changement, puisque comme le verre est très consensuel, il ne fera pas un pas en avant tant que tout le groupe n'est pas d'accord. Et du coup, ça crée aussi une résistance au changement qui est assez horrible. Donc voilà, donc l'orange, lui, il veut une vision concrète et il veut savoir ce qu'il a gagné pour pouvoir bouger. Le vert, il veut être rassuré sur le fait que ça va faire de mal à personne. Donc voilà. C'est pas forcément évident et généralement les jeunes sont trop peu nombreux et même s'ils sont très moteurs, voilà, généralement ils sont pas assez nombreux. Mais par contre, ils seront s'engager pour le bien commun et puis avoir du leadership sur un sujet comme ça qui est un peu un but non lucratif, c'est-à-dire voilà, on travaille pour le groupe, etc. Voilà, essayer de trouver un petit peu les vecteurs. Donc les oranges, si vous leur montrez que ce qu'ils ont à gagner, ils vont dépenser de l'énergie. Les jaunes, si voilà, vous avez créé de l'excitation, du coup, ils vont aimer. Et ça va permettre éventuellement d'embarquer les verts qui sont un petit peu plus mous parce que voilà, ils attendent des choses en consensus et voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est un petit peu les astuces, on va dire, hein. C'est voilà, mobiliser les oranges vers des objectifs, mobiliser les jaunes pour leur donner l'accréditation pour s'exciter et créer de l'énergie. Et puis voilà, ménager vos verres et puis donner un petit coup de pied au cul à la fourmilière et ça va avancer. Bon voilà, c'est intéressant comme de faire le constat de où on en est avant d'aller quelque part. Troisième clé, c'est un sujet autour de l'agilisation, hein, c'est que en agile, on aime bien fractionner le temps. D'accord. Et pourquoi on fractionne le temps? Parce que voilà, c'est une conviction. Après, ça reste une conviction, donc vous pouvez en débattre, mais l'humain a quand même du mal à concevoir le temps sur des grandes périodes en fait. Se dire, bah, tiens, on va avoir cet objectif pour l'année prochaine, ça reste compliqué dans l'imagination. Ok, c'est un objectif, ok, on voit où on veut aller, mais voilà, si vous dites il faut faire 15 millions de chiffres d'affaires pour l'année prochaine, ça reste quand même très très abstrait, quoi. Ça donne une tendance, voilà. Ce serait même plus intéressant de se dire, bah, cette année on fait 2% de plus de chiffre d'affaires que l'année suivante. Voilà, au moins on reste dans le flou et c'est ok, quoi. Euh, et du coup, si on veut humaniser un peu le processus, bah, il faut redonner des lignes de temps qui sont compréhensibles. Alors, je donne souvent cet exemple, mais finalement, dans quelle mesure vous êtes capable de planifier votre vie de manière précise, on va dire, hein. Finalement, au-delà d'une semaine, déjà, vous vous rendez compte qu'il y a déjà beaucoup de chaos. On ne sait pas toujours ce qu'on va faire dans la semaine. La semaine suivante, ça paraît encore plus périlleux, sans compter les activités perso qui se bousculent, etc. Donc voilà, les pertes de temps, 15 jours, 3 semaines, un mois, ça commence à devenir très très compliqué de savoir avec certitude ce qu'on va faire. Voilà, c'est juste pour avoir cette appréhension de se dire, finalement, les périodes de temps pour lesquelles on est capable euh, d'imaginer des choses, etc., finalement, elles sont pas si longues que ça. Donc, soyez modéré dans votre fractionnement, c'est-à-dire essayer plutôt de faire des périodes courtes de toute manière. Euh, et du coup, on va essayer de mettre en place des buts à atteindre qui sont voilà, découpés dans l'année et qui sont aussi très spécifiques. D'accord. On va pas juste dire on fait 15 millions à la fin de l'année, donc chaque mois on fait 1 million. Euh, je sais pas si c'est très intéressant de faire ça, quoi. Il faut plutôt avoir des objectifs très spécifiques et essayer de s'y tenir. Euh, pour autant, voilà, comme pour la qualité, on peut avoir un radiateur d'indicateurs voilà, qui nous guide pour notamment s'assurer des basiques. Ça peut être intéressant quand même de se dire, voilà, on a un certain nombre de basiques qu'il faut suivre mois par mois. Et donc on va avoir ces indicateurs et ça reste pertinent. Au-delà de ça, voilà, on va essayer de mettre en place plutôt des OKR pour donner justement le sens de ce qu'on fait, que les gens puissent se sentir impliqués. C'est pas juste des chiffres qui tombent un peu comme ça, hein, dire voilà, le taux de démission sur ce mois-ci c'est de 12%.
ok, et voilà, ça reste, c'est juste des KPI, hein, en fait, c'est juste des mesures à un instant T de quelque chose qui nous permettent d'avoir l'état de l'art, mais c'est pas du tout un objectif, quoi. Donc voilà, les OKR, c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place. Et l'un des sujets qui est compliqué, c'est que il faut créer des indicateurs qui parlent aux gens et où les gens se sentent euh, contributeurs. C'est-à-dire qu'ils sentent que, effectivement, par leur action, ils vont pouvoir apporter quelque chose en termes de contribution à cet objectif. Euh, et du coup, voilà, il faut être vigilant à ça. Alors, je suis en pleine réflexion sur ces sujets-là, mais quelque part, il faudrait avoir suffisamment d'indicateurs pour créer un certain nombre d'objectifs suffisamment larges pour que chacun puisse trouver l'endroit où il peut, où il veut, il a envie de contribuer. Plutôt que d'avoir un objectif où on demande à tout le monde de contribuer, mais finalement, en fonction des compétences, des penchants des uns des autres, on s'y retrouve pas forcément. Euh, voilà, on reviendra sur ce sujet-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Euh, et l'un des sujets de difficulté aussi, c'est que souvent, notamment les managers, ont plusieurs casquettes, hein, et du coup, ils ont du mal à se focaliser sur un seul objectif. Donc voilà, plusieurs lièvres, on court plusieurs lièvres à la fois, et du coup, difficile de se focaliser. Donc ça, c'est des sujets de difficulté, mais néanmoins, voilà, l'idée, ça serait de se dire, on fractionne le temps, et puis on se met des objectifs relativement court terme. Alors, l'échéance peut dépendre, hein, mais voilà, pas au-delà de 3 mois, je serais tenté de dire, avec un espace de contribution suffisant, quoi. Hein, c'est-à-dire que ces objectifs sur lesquels on a vraiment une capacité à avoir la main, c'est pas juste quelque chose qui se produit en dépit de nous, quoi. Et ça, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'indicateurs qui sont, encore une fois, des statuts à un instant T et pas du tout pensés pour dire, bah, moi, je peux contribuer et j'ai un peu de contrôle dessus. Ce qui me fait venir à la quatrième clé, hein, qui est, voilà, c'est bien mes objectifs, mais voilà, il faut de la clarté, encore une fois, bien les expliciter et surtout les prioriser. Hein, encore une fois, on peut mettre un certain nombre d'indicateurs, mais on peut se dire aussi, tiens, ce mois-ci, on va plutôt prioriser la partie RH parce que on sent que la fidélisation des employés, c'est compliqué, donc on va mettre un coup de boost cette fois-ci, sur ce mois-ci, sur ce sujet-là, trouver des idées et puis mettre en place un plan d'action. Et du coup, on a besoin de force vive par rapport à ça. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet aux gens de se dire, bah voilà, ce qui est important dans mon entreprise aujourd'hui, c'est ça, et on va se mobiliser tous ensemble sur ces sujets-là. Donc c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Et on a souvent l'habitude d'avoir plein d'objectifs en même temps et sans priorisation. Et du coup, voilà, quand tout est prioritaire, rien n'est prioritaire. Donc on fait, voilà, on essaye de faire au mieux sur tous les sujets, mais quelque part, du coup, ça crée une non-implication par défaut, parce qu'on estime que de toute façon, c'est au groupe de gérer ça, et en tant qu'individu, voilà, je m'implique pas plus que le groupe ne le fait, quoi. Je fais déjà de mon mieux sur mes opérations, sur ce que je fais, etc. Donc je dois tout faire. Bon, voilà. C'est un peu ce qu'on retrouvait un peu dans le cycle en V, c'est-à-dire, voilà, on n'a pas connaissance du vrai besoin de l'utilisateur, et du coup, on va plutôt se concentrer sur la bonne tenue du plan. D'accord. On a planifié un certain nombre d'objectifs et on va essayer de les tenir à la fin de l'année. Mais on va pas du tout s'adapter pendant l'année et puis travailler les sujets qui sont prioritaires et qui peuvent émerger, hein. Donc, et je crois que là-dessus, on a souvent sur nos agences, nos directions, etc., ce problème un petit peu de je ne gère pas ce qui arrive, mais je gère ce qui était prévu initialement, quoi. Donc voilà, on est un peu dans une forme d'effet tunnel et puis d'aveuglement. Ça, c'est un sujet, voilà, qu'il faudrait réussir à régler en mettant, voilà, quelqu'un qui priorise les besoins en termes d'énergie à un instant T. La cinquième clé qui rejoint un peu, c'est avoir un plan d'horizon, quoi. C'est arrêter de se focaliser que sur les quick wins. Alors les quick wins, ok, on en a sûrement besoin pour se motiver, pour mettre éventuellement une machine en route, pour démontrer que quelque chose est réalisable, etc. Mais ça ne doit pas être
un aboutissement. Ça doit faire partie d'un plan d'ensemble, ce que j'appelle un horizon, hein, c'est-à-dire effectivement je contribue à un plan plus large, et pour ça je fais une démarche en petits pas, c'est ok, et je peux avoir des quick wins, et c'est ok. Néanmoins je contribue à un plan qui est organisé et sur lequel il y a du sens, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que on a aussi cette habitude de faire plein de quick wins sur plein de sujets pour montrer que on a fait des choses et voilà, et c'est démonstratif. Mais le risque, c'est de se disperser et de jeter toute son énergie que dans des quick wins et jamais traiter finalement les sujets de fond ou ne jamais aller au bout, quoi. Donc c'est quand même intéressant de se dire, est-ce que ce quick win fait partie de ma stratégie? Est-ce qu'il fait partie de mon horizon? Sinon, est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que ça ne disperse pas mon effort? Voilà, il y a encore des sujets d'arbitrage, de priorisation à faire, etc. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que on a une énergie finie. Et du coup, si on la consomme sur plein de sujets, ben voilà, c'est un choix. Ni bon ni mauvais, mais en tout cas, voilà, c'est pas tout à fait une stratégie de type agile, c'est plus quelque chose d'un petit peu, alors je vais pas dire à l'arrache complètement, mais voilà, c'est un autre choix. La sixième clé dont je voudrais parler, c'est aussi, voilà, si on veut agiliser son département, son agence, etc. Et je pense que je ferai une vidéo consacrée qu'à ça, mais il y a ce qu'on appelle la loi de Conway. C'est-à-dire que la manière de délivrer est en partie une copie de la structure de communication de l'organisation. C'est-à-dire que quelque part, vous allez influencer la manière de fabriquer des choses ou de sortir des choses, en tous les cas, qui sera liée à la manière dont vous êtes organisé, et notamment au top management et en dessous, et donc à la manière dont vous organisez le mode de fonctionnement de communication, pardon, dans votre organisation. D'accord? Donc si vous faites une communication qui est très top-down, vous risquez d'avoir quelque chose à la fin qui est très monolithique et qui est voilà, très isolé. Et si vous avez une communication plutôt multidirectionnelle dans votre organisation, vous risquez d'avoir une application qui est plutôt très orientée API avec beaucoup de communication avec des référentiels, etc. Voilà, c'est un peu ça l'impact de la loi de Conway. Donc je serais tenté de dire, voilà, si vous agilisez votre département, ça peut être intéressant de se poser la question de savoir finalement quels sont les rituels qu'on met en place, quelle est la manière dont on veut communiquer, et se dire que ben, cette manière de communiquer va forcément influencer tout au bas de la chaîne la manière dont on travaille. Donc c'est quand même assez impactant, hein, c'est une observation qui a été faite dans les années 60, mais qui se vérifie aujourd'hui et qui est souvent encore utilisée dans pas mal d'ouvrages de littérature sur l'agilité notamment, pour montrer qu'effectivement les organisations, la manière dont on communique les organisations ont une véritable influence, voilà, sur comment c'est délivré. Donc moi je garderai ça en tête au moment où je commencerai à parler de changement d'organisation, la manière de communiquer, voilà, entre les instances, etc. Ça peut avoir un impact intéressant. La septième clé que je voudrais mettre en avant aussi, c'est la disponibilité. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai parlé de mettre en place des carrières, stratégies, des objectifs, prioriser, etc. Mais finalement, est-ce que les gens savent se rendre disponibles pour traiter tout ça en fait? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens font du mieux qu'ils peuvent, hein, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ils n'ont pas forcément de temps à consacrer sur ces items-là. Alors, je me demande s'il n'y a pas un effet de serpent qui se mord la queue, hein. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de stratégie ou un manque de direction, il y a beaucoup de dispersion, il y a beaucoup d'énergie qui sont gaspillées, et du coup, on ne traite jamais le sujet de je me pose et je fais la réflexion de où je devrais avancer pour être efficace. Donc il y a peut-être un sujet, voilà, de serpent qui se mord la queue, où
ou tout simplement les gens se posent pas toujours la question ou ont peur de répondre à cette question. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là où ça fait pas partie des habitudes de la maison et on a toujours fait comme ça et voilà, la raison historique est toujours une raison avancée généralement pour éviter le changement. Euh, mais voilà, ça pose question de se dire est-ce qu'on est capable d'avoir de la disponibilité de matière grise pour réfléchir, pour innover, hein, parce que l'innovation c'est un sujet qui est important aussi, hein, malgré tout. Hein. Si on veut changer, à un moment donné, il faut se dire le changement, il n'est pas figé. Hein. C'est c'est un peu une opposition, le changement figé, mais bon, euh, j'en ai vu certains, donc voilà. Et du coup, voilà, il faut de la disponibilité pour innover, pour dessiner une stratégie, mettre une tactique en place. Et encore une fois, voilà, je vais revenir sur la loi de Conway, mais quelque part, si en haut, il n'y a pas la disponibilité, il n'y a pas l'exemplarité, quid de tous les autres étages, quoi. Donc c'est intéressant aussi de se dire ça. La huitième clé que je voudrais vous donner, c'est finalement, on parle d'agilité, etc. Ben, quid de l'autonomie, de l'autogestion, etc. Il y a certains modèles d'organisation hein, qui existent hein, euh, et qui parlent notamment de cercles et qui permettent d'organiser les choses en des cercles qui ont des buts, qui ont des redevabilités et des objectifs. Et du coup, chaque cercle est autonome et en autogestion. Euh, mais voilà, il doit rendre des comptes d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'évidemment, il a des objectifs à remplir et il est responsable de ça. Et pour certains événements ou certaines tâches particulières, c'est à lui qui s'est adressé et qui doit le traiter. Donc il y a des choses qui sont définies de manière assez claire. C'est un peu une constitution, hein, quelque part. Mais voilà, droit et redevabilité, ce qui permet de bien définir le pourtour clair de la responsabilité de chacun, et du coup d'enclencher quelque chose d'autonome, d'autogestion, etc. Et de pouvoir éventuellement prévoir des instances de gouvernance hein, qui descendent de la stratégie et puis éventuellement la priorisation, comme je vous disais, mois par mois. Euh, donc voilà, souvent il y a un délégué par cercle qui appartient à un cercle gouvernance, voilà, pour restituer tout ça et puis redescendre. Voilà, il y a plein de systèmes qui marchent, qui sont intéressants à expérimenter. Après, chacun va trouver son modèle, hein, mais en tous les cas, de la même manière, si on va aller sur l'agilité dans une organisation, ça peut être intéressant de se poser la question, mais finalement, quid de l'autonomie, de l'autogestion, de la confiance, de la capacité à erreur, etc. Pour voilà, tous des sujets de structure hein, qui sont RH, formation, gestion des opérations, etc., etc. Ça peut être intéressant à se poser la question de savoir comment on crée des équipes autonomes et en autogestion. Une autre clé, hein, la neuvième, finalement, va rejoindre encore d'autres valeurs, hein, qui sont la transparence et la visibilité. Euh, Aujourd'hui, beaucoup plus simple ces sujets-là qu'auparavant, mais euh, je ne sais pas si on le fait toujours de manière conscientisée, c'est-à-dire on n'a pas peur de montrer les chiffres, mais on ne les montre pas. Euh, Parce que voilà, on peut estimer que ça n'intéresse pas les gens, ou que, etc. Du coup, voilà, ils sont là, mais ils ne sont pas forcément présentés. Euh, Moi, je pense que ça peut être intéressant de rendre explicite un certain nombre de choses, encore une fois. Hein, je reviens sur l'explicite, l'implicite, pour que les acteurs soient bien au courant de la situation et par ailleurs qu'on puisse réajuster du coup les objectifs et se poser la question de la priorité du moment. D'accord. Encore une fois, si on a des indicateurs qui sont plutôt en ligne avec la stratégie qu'on s'est définie et qu'il y en a un qui bat un peu de l'aile parce que voilà, on
peut se dire, bah, là, ce mois-ci, on va mettre un focus, encore une fois, sur la partie humaine. On a trop de démissions. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur ce sujet-là et faire de la rétention de personnes. D'accord, mais voilà, si on ne partage pas, c'est difficile que les gens prennent conscience et se mobilisent. Donc c'est intéressant quand même de faire cette transparence pour déterminer un plan d'action, le prioriser et puis que tout le monde soit mobilisé dans une direction, quoi. C'est un sujet d'alignement, hein, pour moi. La transparence, ça sert vraiment à ça, quoi. Et la 10e clé que je vous propose, hein, c'est tout ce qui est culture du feedback. C'est un sujet qui est pas simple. Voilà, mais à partir du moment où vous posez ce qu'on attend, voilà, en termes de stratégie, en termes de vision, ce qu'on attend de chacun, quelle est sa part de contribution qu'il peut apporter, ou en tout cas sa contribution déclarative, hein, ça peut être aussi les gens qui viennent proposer leur énergie à contribuer, hein, plutôt qu'une désignation. Ensuite, on va pouvoir, voilà, grâce au feedback, guider les gens, les faire grandir, les emmener dans la vision de l'agence, etc. C'est quand même intéressant de pouvoir montrer le poids de la contribution de chaque personne et la place qu'il occupe dans le groupe. D'accord, c'est pas tant une valorisation individuelle, mais se dire, bah, tu fais vraiment partie du groupe et voilà, ta raison d'être est là et on est très satisfait de ça et on sait que tu appartiens à ce groupe-là. Il faut plus valoriser, voilà, l'apport qu'il fait au groupe plus que sa performance intrinsèque, en fait. On va essayer de viser plutôt le collectif que l'individuel. Et de montrer qu'il contribue à l'effort du groupe et de manière significative, quoi. Par plein d'éléments différents, hein. Ça peut être c'est pas forcément que productif, mais voilà, il y a plein d'éléments à valoriser. C'est juste que je pense que c'est intéressant que la personne prenne conscience de sa réelle contribution et du coup qu'elle s'engage d'autant plus, voilà, dans cet effort-là, puisque elle a sa place, quoi. D'accord, c'est pas une question de valorisation financière, etc. Ou de dire bravo, t'es super fort, etc. Mais c'est juste lui montrer sa place et lui montrer qu'il a une vraie valeur en termes de contribution, quoi. Et du coup, on va valoriser plus son évolution que son épuisement, quoi. D'accord. Je reprends cette image de la course cycliste, hein. On vise pas forcément à être premier individuellement, mais voilà, on a un collectif, on a un groupe auquel on appartient, et le but c'est d'amener l'ensemble de l'équipe à des places stratégiques pour gagner le plus de points en équipe, et c'est ça qui est valorisé, quoi. Et éventuellement d'emmener le leader, voilà, le soutenir, etc., jusqu'à la fin de la course pour qu'il puisse bien se placer dans les premiers et éventuellement faire une échappée, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est avoir une stratégie collective où chacun a sa place, voilà. On va pouvoir favoriser la prise d'initiative, ça c'est encourager l'innovation. Mais pour autant, voilà, c'est pas des prises d'initiative qui servent à être valorisées ou où du coup il y a plein de gens qui vont se mettre en compétition les uns avec les autres, de trouver la meilleure idée, etc. Non, non, ça doit être profitable au groupe, donc du coup voilà, cette valorisation devrait se faire de manière collective, en intégrant effectivement la personne et ses capacités en tant que telle. Donc il faut bien garder l'individu dans le groupe, mais voilà, il faut trouver le bon équilibre. Voilà les différents points que je voulais apporter. Donc si je reprends un petit peu en récapitulatif, le premier point déjà c'est se poser la question de mais pourquoi on veut changer. Sans sens, ça me paraît toujours compliqué, hein, il y a quand même une homéstésie qui est importante. Le deuxième clé, c'est se dire de quel point de départ on part. Hein, voilà, par rapport à nos envies, est-ce qu'on est aligné avec où on en est aujourd'hui et du coup quelle est la transition à prévoir, est-ce que c'est pas trop ambitieux. Ensuite c'est, on va dire, le fractionnement, se dire plutôt que de prévoir des choses sur une année glissante, est-ce qu'on n'est pas capable de prévoir plein de petits objectifs régulièrement, voilà. Et puis du coup de proposer des espaces de contribution pour chacun, quoi.
Ensuite, il y a tout un sujet, quatrième, sur clarté des objectifs, précision des objectifs et notamment priorisation des objectifs, quoi, hein. Donc, d'essayer d'éviter d'être dans quelque chose en cycle en V où on s'est mis un gros objectif à la fin et puis on ne répond pas forcément aux besoins de notre direction à l'instant T, mais on est toujours dans cette trajectoire lointaine et on ne s'adapte pas au fur et à mesure. Donc je pense qu'il faut un peu des deux, c'est-à-dire il faut toujours avoir cette notion de stratégie d'horizon et en même temps être capable d'apporter des éléments contextuels et s'adapter, quoi. Donc le cinquième point, c'est cette histoire d'horizon, c'est-à-dire arrêter de se disperser dans tous les sens et puis vérifier qu'on est toujours dans la vision de ce qu'on voulait faire et que ça apporte quelque chose, quoi. La sixième clé, c'était la loi de Conway, c'est-à-dire quand vous mettez en place une nouvelle organisation, vous voyez ce que ça impacte comment dire, en plus fine sur le reste de la manière de travailler des gens, quoi. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Le 16e clé, c'était finalement, est-ce que les gens sont disponibles pour parler de tous ces points-là, hein, le fractionnement, les OKR, la définition de l'horizon, la stratégie, la tactique, faire de l'innovation, réfléchir. Et du coup, quel est l'enjeu en termes euh, d'exemplarité par rapport aux autres? La huitième clé, c'est se dire, c'est quoi, comment on rend l'organisation en autonomie et en autogestion, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas découper et puis se poser des questions sur l'holacratie, etc. La neuvième clé, c'est la transparence et puis rendre visibles les choses pour pouvoir effectivement se dire inspection, adaptation, voilà, ça reste quelque chose de fondamental. De se dire on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, donc c'est l'adage, hein. Donc voilà, c'est quand même intéressant de se dire où on en est et du coup comment on avance. Et puis le dernier point, c'était la culture du feedback. Donc ça, c'est un sujet très important et qui a du mal à percer, hein, mais c'est quand même important de trouver des moments de feedback, alors qui sont personnels ou de groupe. En Scrum, on utilise la rétrospective notamment pour ça, mais les moments de feedback, on les a un peu partout, hein, pendant le delivery, pendant la review, pendant le grooming, etc. On a comme des espaces d'échange qui disent là c'est bien, là c'est pas bien, là il faut faire, là il faut pas faire, etc. Donc tout ça, ce sont ces boucles de feedback, on les a un peu partout en fait, hein. Donc comment on les intègre dans la vie d'une direction, d'une agence, d'un service, de créer ces boucles de feedback très récurrentes pour vérifier qu'on est toujours dans la bonne direction et aussi pour guider et faire grandir, hein, et puis altérer le changement pour s'adapter éventuellement, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci pour votre écoute, à bientôt.